Quels sont les risques en cas d'accident radiologique ou nucléaire? C'est ce dont il sera question lors de cette conférence. Un plan national d'urgence existe pour coordonner le travail des services concernés par la gestion de ce type de crise. Monsieur le Président, l'orateur va étayer son propos d'une série d'exemples. Merci beaucoup. Donc, vous avez le privilège d'accueillir M. Christophe Game, qui en 2012 a obtenu son master en sciences physiques à l'Université de Namur. Depuis 2013, il travaille en tant que chercheur et chef de projet de recherche dans l'unité de gestion de crise et aide à la décision du Centre d'études de l'énergie nucléaire à Mol. Dans ce cadre, il est impliqué dans le plan d'urgence nucléaire et radiologique belge en tant qu'expert radiologique et en tant que coordonnateur local des équipes de mesures radiologiques. Il est également membre du Conseil national de données belges pour la vérification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, dans lequel il surveille et interprète les mesures radiologiques effectuées dans le cadre du traité. Et enfin, point important, depuis 2022, il est également l'un des experts radiologiques et nucléaires établissant des analyses radiologiques et nucléaires pour le Centre de coordination de réactions d'urgence de la Commission européenne. Donc le titre de sa conférence, bien entendu, concerne la problématique radiologique et nucléaire, planification et exemple de situation d'urgence radiologique et nucléaire à la suite d'un accident ou d'un acte malveillant. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc effectivement, dans cet exposé, ce qu'on va voir, c'est en fait les différents types de situations d'urgence radiologique et nucléaire qu'on peut rencontrer, avec quelques exemples concrets, et parler également un petit peu de la planification d'urgence et revenir sur ce qui a déjà été dit par notre collègue du centre de crise dans sa présentation. Donc si on regarde au niveau des risques et des menaces radiologiques et nucléaires et des situations d'urgence qui peuvent en découler, en fait, il y a une classification qui a été établie par l'Agence internationale pour l'énergie atomique qui fait une distinction entre ce qu'on appelle les situations d'urgence nucléaire et les situations d'urgence radiologique. Quand on fait référence aux situations d'urgence nucléaire, ce qu'on sous-entend dans les situations d'urgence nucléaire, ce sont des situations qui sont liées à des établissements nucléaires. Donc, par exemple, les grandes installations d'irradiation. Pour donner un exemple, Sterigenics, le russe qui irradie des équipements médicaux pour les stériliser, c'est une grande installation d'irradiation. Donc s'il y a un accident à cette installation-là, ça sera considéré comme une urgence nucléaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir des conséquences hors site, des sources radioactives, voire très radioactives. On pense également aux réacteurs nucléaires. Donc là, un exemple que vous connaissez très certainement tous, c'est Fukushima au Japon en 2011. Donc ça, c'est un exemple concret d'une situation d'urgence avec un réacteur nucléaire et un rejet dans l'atmosphère en dehors du site. On a aussi les installations de stockage qui contiennent des matières radioactives, les installations liées au cycle du combustible. Donc là, vous avez un exemple avec une situation d'urgence en Russie en 1957 dans une usine de retraitement de combustible nucléaire. Vous avez aussi des installations industrielles qui ont des sources radioactives et vous avez aussi des installations de recherche médicale, encore une fois, avec des sources radioactives où on peut avoir une situation d'urgence. Et si on regarde justement l'évaluation du risque en Belgique, qui est publiée sur le site du centre de crise, on voit que c'est une situation d'urgence qui a une probabilité faible et un impact potentiellement très grand. On aura des effets à grande échelle. Et pour donner un exemple concret justement de l'échelle de ce type de situation d'urgence, je reprends l'exemple de Fukushima, où on voit ici en fait le dépôt en césium 137, et on voit qu'on a un dépôt qui est au-dessus de 10 kBq par mètre carré. C'est le seuil d'intervention qu'on utilise en Belgique pour intégrer la consommation de l'huile de viande. Donc pour vous donner l'échelle de distance dans ce cas-là, vous êtes à une centaine, 300 km avec des mesures de protection à prendre sur cette échelle. La chaîne alimentaire, de manière générale, est la mesure de protection la plus sensible. C'est-à-dire que les distances généralement sont les plus importantes. Si on parle par exemple de la prophylaxie iodée, les distances peuvent être inférieures à ça. Même chose pour la mise à l'abri et l'évacuation, et j'en parlerai tout à l'heure. Au vu de l'actualité, on a déjà parlé de la centrale nucléaire de Zaporijie. Là, pour vous donner un exemple, avec le même type de rejet que Fukushima,
Si on regarde l'impact, on est encore une fois à une échelle de 100 à 300 km pour le même indicateur, c'est-à-dire c'est quoi la chaîne alimentaire. Ce qui est important à noter, c'est que l'image que je vous montre ici dans la diapositive, c'est pour un instant T donné. Donc là, c'est un exemple d'un rejet qui a eu lieu hier à 8h du matin. Si le rejet a lieu aujourd'hui, ça peut prendre une toute autre direction. Une spécificité des urgences nucléaires, c'est que généralement on connaît l'endroit où ce type d'urgence peut avoir lieu, c'est des établissements nucléaires. On a aussi une bonne connaissance de la quantité et du type de matière qui est présent sur ces sites. Ce qui est effectivement rejeté en situation d'urgence peut être éventuellement inconnu selon les informations qu'on a. On peut également développer des scénarios d'accident. À l'heure actuelle, les scénarios d'accident sont développés sur des scénarios en temps de paix. On voit qu'il y a quelques conflits en Ukraine, le genre de question avec un missile par exemple qui tomberait sur une centrale nucléaire, c'est une question qui n'a pas été adressée avant cette situation d'urgence. On l'a vu aussi déjà tout à l'heure, une situation réelle ou forcément dédiée de la planification d'urgence, on aura toujours des différences, et parfois on peut se retrouver dans des situations exceptionnelles, Fukushima en un exemple, qui n'étaient pas prévues dans la planification d'urgence. Et pour ces urgences nucléaires, on peut prendre toute une série de mesures pour minimiser les risques d'accident, pour minimiser les rejets s'il y a un accident. On peut aussi minimiser la réussite d'actes malveillants, on peut prendre une mesure pour ça aussi. Et on a toute la partie planification après pour se préparer si jamais l'événement a lieu, s'il y a un accident a lieu, le risque zéro n'existant pas, de se préparer pour pouvoir réagir à cet accident. Un autre type d'urgence, des urgences radiologiques, c'est la deuxième catégorie qui est définie par l'Agence internationale, qui est peut-être un peu moins connue. Donc les sources dangereuses hors du contrôle réglementaire, c'est quelque chose qui est moins connu en termes d'accident. Il y a un exemple très frappant au Brésil en 1987, Goiânia, où une source de cesium-137 qui était dans une unité de téléthérapie a été extraite de l'unité et a été dispersée par des ferrailleurs qui cherchaient la valeur en récupérant une unité de radiothérapie qui n'était plus utilisée. Et ils se sont partagés ça à plusieurs personnes, donc ça a été dispersé dans différentes habitations localement. Donc il y a eu 249 personnes qui ont eu une contamination externe, 129 personnes qui ont eu une contamination interne. La source en elle-même, c'est vraiment très petit. Donc on voit que l'impact avec une source qui est déjà un volume faible peut être important aussi. Il y a eu 2 km² qui ont été contaminés, résultant en 3500 m3 de déchets. Donc voilà, c'est aussi des situations d'urgence avec un impact qui est quand même non négligeable. On peut se dire, oui, 1987, ça fait quand même longtemps. Mais en fait, il y a d'autres situations d'urgence de ce type-là. Par exemple, en 2020, il y a 119 cas qui ont été rapportés à l'Agence internationale. Dans ces 119 cas, la majorité, ce sont des sources radioactives de faible activité, mais il y a quelques cas avec des sources radioactives de haute activité qui n'ont pas eu d'impact sanitaire, mais voilà, ce sont quand même des situations qui arrivent. Il y a un exemple, c'est au port de Gênes en Italie en 2010, avec une source dangereuse qui a été identifiée dans un conteneur de ferraille. Heureusement, il y a eu une surveillance radiologique du conteneur et on a détecté la source radiologique dans le conteneur, et donc il n'y a pas eu de conséquences sanitaires. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, si ce n'est pas détecté, ça peut avoir des conséquences. Et dernier exemple dans cette catégorie-là, la situation, le conflit en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont rapporté que 1200 sources radioactives étaient perdues, hors de leur contrôle réglementaire. Donc, ce sont des sources pour le moment qui n'ont pas eu de conséquences sanitaires, en fait, qui ont été rapportées pour le moment. Mais c'est clairement un problème, pas pendant le conflit, mais aussi pour plus tard, pour pouvoir retrouver ces sources-là. Et potentiellement, ça peut terminer dans les mains de personnes mal intentionnées. Il y a toute une autre série d'urgences radiologiques qui sont listées ici. Mauvaise utilisation de sources dangereuses, exposition et contamination du public par une source inconnue, rentrée atmosphérique d'un satellite dans des sources radioactives. Donc ça, ce sont aussi des scénarios qui sont possibles. J'en montre encore un exemple d'une autre, une surexposition importante. Donc là, on parle vraiment d'une exposition dans une installation. Encore avec l'exemple de Skyrgenics où il y a eu un accident en 2006 avec un opérateur qui a été fortement irradié lors d'une intervention.
l'opérateur n'était pas conscient que la source dans l'installation n'était plus blindée, donc il n'était pas au courant qu'il avait été irradié. Et c'est seulement 3 semaines après, à cause des symptômes aigus d'irradiation, que les médecins en fait, ont découvert qu'il y avait eu une irradiation pendant une de ces interventions. Donc voilà, important aussi, la reconnaissance des symptômes par le médecin, parce que c'est souvent, et je vais revenir dessus, c'est souvent un des moyens de reconnaissance d'une situation pathologique. Au niveau des menaces et des actes malveillants, là aussi, en 2022, il y a eu 5 cas qui ont été rapportés. Encore une fois, généralement, des sources de faible activité, mais il y a quand même un exemple avec une source de haute activité en 2022, c'est le troisième ici, avec un graphe industriel qui contient les 1992, qui avait une activité suffisante pour être considérée comme dangereux. Et là, je liste ces 4 exemples entre la période de février 2021 à mars 2023. Un point commun que tous ces vols ont, c'est qu'à chaque fois, ce sont des gamma-graphes industriels qui ont été collés avec du lévium 192. Donc, les gamma-graphes industriels, c'est fortement utilisé dans l'industrie pour vérifier les soudures sur les tuyauteries. Et ce sont des sources mobiles. Donc, on les emmène vraiment sur le terrain, elles sont transportées dans des camionnettes, donc elles sont continuellement en déplacement et sont facilement accessibles. Qu'est-ce qui peut arriver lorsque une source radioactive est volée? Donc, on peut avoir des actes malveillants. Et là, je vous donne l'exemple de 4. D'abord, des dispositifs de dispersion radiologique. On va attacher un explosif à des matières radioactives pour les disperser, donc les bombes sales en fait. Avec un exemple, en 1995, une source de césium-137 qui avait été attachée à des explosifs dans un parc à Moscou par des séparatistes tchétchènes. Heureusement, il n'y a pas eu d'explosion, l'objectif était purement médiatique pour se faire entendre. Il n'y a pas eu d'impact, mais voilà, c'est le genre de scénario qui peut exister. Dispositifs d'exposition radiologique, là on va avoir des sources qui sont cachées avec l'objectif d'irradier un grand nombre de personnes, ou alors spécifiquement une personne. Un exemple, en Chine en 2002, où une personne a caché une source radioactive dans un faux plafond pour irradier un rival. Donc voilà, c'est le genre de scénario qu'on peut avoir. Quand c'est un acte malveillant, soit sur une personne, ou même dans un écran par exemple, pour avoir une réalisation de plus grand nombre de personnes. Et puis la contamination du public ou d'une personne via des aliments contaminés ou une boisson contaminée pour contaminer la personne par ingestion. Il y a un exemple en novembre 2006 avec l'assassinat de Alexandre Litvinenko, qui a été justement empoisonné pour l'uranium 110. Et le dernier point que j'ai mis entre crochets, parce que le mot nucléaire vient beaucoup de temps, même si c'est considéré comme radiologique, en fait, c'est l'explosion d'un dispositif nucléaire improvisé. Donc là, on parle plus d'acteurs non étatiques, et puis après, pour des armes nucléaires, plus des acteurs étatiques. Mais voilà, vous allez avoir d'abord l'impact de l'explosion en elle-même, et puis après les aspects radiologiques qui en découleront. Au niveau de l'évaluation des risques en Belgique, pour les attaques sur ce qu'on appelle des soft targets, donc sur des lieux publics, avec une attaque CBRN, c'est considéré comme relativement probable, avec un impact potentiel qui est quand même assez élevé. Alors pour parler des spécificités de ce type de scénario, voilà, on voit que c'est quand même bien plus compliqué. Vous avez une localisation qui est inconnue potentiellement, une quantité et les isotopes présents qui sont potentiellement aussi inconnus. Et alors là, un point important, c'est la reconnaissance parfois tardive. Donc on va voir qu'il y a une situation d'urgence, par exemple une explosion, mais si on sait qu'il y a le côté radiologique qui est associé, des fois ça peut prendre du temps, selon le niveau de préparation du public et des internautes. Là aussi, on peut prévoir des mesures pour minimiser ce type de situation d'urgence, donc pour minimiser la dispersion des sources radioactives, de les conditionner d'une façon différente. Minimiser la perte des sources radioactives avec un meilleur contrôle réglementaire. Mais c'est clair, c'est qu'il faut être aussi prêt pour ce genre de situation d'urgence, qui est moins important au niveau de l'impact, mais par contre, les probabilités bien plus élevées, pour arriver plus souvent. Et dernier point sur lequel je voulais revenir, la difficulté d'identification de l'histoire radiologique.
Si on a de la chance, c'est détecter et mesurer, on sait, on connaît la présence de matière radioactive. Il y a éventuellement des marquages sur la source d'équipement qui peuvent l'indiquer, mais il y a quand même beaucoup d'exemples où on voit que c'est lié à l'identification de symptômes liés aux radiations qui est un vecteur de reconnaissance. Je n'ai pas mentionné pour Goiânia, mais c'était aussi la reconnaissance radiologique qui a été faite par des médecins en liant justement les symptômes qui étaient observés chez les travailleurs et les activités qu'ils avaient. Donc voilà, ça c'est pour les risques et les menaces radiologiques et nucléaires. Je parlais des urgences nucléaires plus liées à des établissements et puis les urgences radiologiques plus liées à des endroits inconnus ou alors dans des installations mais avec un impact plus faible. Pour les urgences nucléaires, de manière générale, il y a plus de certitudes. En situation d'urgence, il y aura toujours des incertitudes, mais il y en a moins. Tandis que pour les urgences radiologiques, là on a beaucoup plus d'incertitudes sur la présence des matières, sur la quantité, etc. Et alors quelques mots sur la planification d'urgence et la gestion d'urgence. Donc si on regarde au niveau de la planification, de manière générale, la gestion d'urgence, si on regarde la planification d'urgence ici, donc on va pouvoir prévoir certaines choses. On a identifié les risques, on connaît les endroits où on pourrait avoir des situations d'urgence nucléaire, et puis après on peut quand même aussi préparer des situations d'urgence radiologique, même si on ne connaît pas spécifiquement les endroits où ça peut avoir lieu. Et donc on va développer l'organisation, se doter des moyens pour répondre à ce genre de situation d'urgence, et on va également développer des plans et des procédures. C'est ça que je voulais aussi aborder ici. Ce sont les mesures de protection qui existent au niveau belge pour protéger la population contre les risques radiologiques et nucléaires. Donc les mesures de protection radiologique et nucléaire en Belgique, vous avez la mise à l'abri qu'on considère généralement pour 24 heures, un maximum de 24 heures, pour se protéger contre l'inhalation et l'irradiation des particules dans l'atmosphère du phage. Vous avez également l'évacuation pour se protéger contre l'irradiation du sol contaminé. Et vous avez la prophylaxie iodée, donc là on va vraiment protéger la thyroïde contre la fixation d'iode radioactive. Et là, on parle d'iode, donc forcément ce n'est que pertinent si on a un rejet avec de l'iode. Donc il y aura beaucoup de situations où on pourra ne pas avoir d'iode selon les situations d'urgence. Et après, vous avez les mesures pour la chaîne alimentaire, on va arrêter la consommation de certains aliments ou rentrer le bétail pour que le bétail n'inhale pas les particules radioactives pour protéger la population contre la gestion. Et donc, pour vous montrer déjà les zones de planification qui sont développées en Belgique dans le plan d'urgence nucléaire, pour les installations nucléaires, vous avez pour tous les sites, pour les centrales nucléaires en Belgique, plus les sites nucléaires comme le CKCEN qui est un des sites nucléaires, mais aussi l'Institut des radioéléments à Fleurus, vous allez avoir des zones où on a une planification des mesures de protection. Et plus spécifiquement pour les centrales nucléaires, pour juste donner cet exemple-là, vous avez une évacuation qui est prévue sur 10 km autour de ces sites-là. Et puis, la mise à l'abri et la dissolution d'iode stable sur les 20 km. Donc ça, c'est la planification de base. Et il y a même des plans qui sont prévus pour étendre ces mesures jusqu'à 20 km pour l'évacuation, on passe de 10 à 20 km, et jusqu'à 100 km pour la mise à l'abri et la dissolution d'iode stable. Ce qui recouvre parfaitement le territoire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des communications qui sont faites pour que les gens aient des tablettes d'iode stable à la maison sur le territoire. Alors, pour le plan d'urgence nucléaire qui est justement lié aux installations et même aux accidents, à certains accidents radiologiques, mais pas CDRNE, vous avez cette gestion d'urgence qui est prévue dans le plan d'urgence, avec, au niveau du centre de crise, c'est l'ancien acronyme, mais maintenant c'est NCCN, vous avez différentes cellules là-dedans, dont le CDRNE, le centre d'expertise CDRNE, mais pour le plan d'urgence nucléaire, vous avez un comité fédéral de coordination qui va coordonner toute la gestion de crise au niveau du centre de crise et qui va aider, qui va préparer les décisions pour la cellule de gestion. Ces décisions sont basées sur une évaluation radiologique avec des experts radiologiques qui sont présents dans ces cellules d'évaluation.
Et ces experts radiologiques vont se baser sur des modélisations, sur des mesures sur le terrain, pour avoir une idée de la situation radiologique et donner des avis de recommandations scientifiques. Et puis après, vous avez naturellement toute l'interaction avec le niveau local, les communes et les provinces pour justement implémenter ces décisions. Alors juste un point que je voulais encore aborder, ce sont ces incertitudes sur l'évaluation. Je vous ai dit tout à l'heure que l'exemple que je donnais pour l'accident hypothétique à Zaporizhzhia, vous aviez un impact qui était spécifique pour le moment du rejet que j'avais considéré. Il n'y a pas uniquement le temps, mais on sait aussi que les conditions atmosphériques, plus on va regarder dans le temps, plus on va regarder des prévisions lointaines, plus l'incertitude est élevée. Typiquement, si vous allez regarder s'il pleut demain ou non, peut-être que si vous sortez demain, il pleuvra, peut-être que non. Donc voilà, il y a maintenant les modèles météorologiques derrière se sont bien développés, on caractérise bien l'incertitude, mais c'est quelque chose qu'on doit tenir en compte si nous on veut faire une estimation d'impact à plus longue échelle, par exemple un accident en Ukraine, voir par où ça va, il faut qu'on tienne compte de ces incertitudes atmosphériques. Et c'est ce que je montre ici dans l'exemple, avec l'image ici en haut à droite, où on a une simulation, enfin une prévision avec ce qu'on appelle un ensemble météorologique. Vous avez un premier ensemble, enfin un premier membre sans perturbation, donc c'est la prévision normale, celle qu'on fait habituellement. Et à côté de ça, vous avez 20 perturbations qui sont appliquées sur les conditions météorologiques pour justement représenter l'incertitude des conditions météorologiques. Et là, j'en montre deux exemples, donc le membre numéro 2 et le membre numéro 7, et vous voyez que vous avez un impact diamétralement opposé. Un avec un impact en Russie, l'autre complètement en Ukraine. Donc voilà, il y a une incertitude sur l'impact radiologique. Cependant, l'impact à proximité du site sera généralement assez similaire, parce qu'en fait, l'incertitude à courte échelle de temps est plus faible. Donc à courte échelle, on aura une bonne prévision, mais à plus grande échelle, on aura une incertitude qui augmente. Et au-delà de l'incertitude sur les conditions météorologiques, vous avez aussi l'incertitude sur l'activité des isotopes qui sont présents dans les sources radioactives dans les installations, plus spécifiquement dans ce qui est rejeté. Il y a un exemple concret, ce sont les sources orphelines, les sources hors du contrôle réglementaire. S'il y a un accident avec ce type de source, on n'aura pas forcément toutes les informations immédiatement, en tout cas, sur l'activité, mais aussi sur, par exemple, le début ou la fin du rejet ou de l'exposition. Donc là aussi, on a des incertitudes et donc ça sera difficile d'évaluer l'impact et pour améliorer l'évaluation au fur et à mesure du temps avec plus d'informations. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais présenter. Donc, vous donner quelques exemples d'impact pour que vous ayez une idée de l'étendue et du type des différents types de situations d'urgence et puis parler un peu de la définition d'urgence. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également mes collègues qui ont contribué à la présentation. Mon collègue Johan Clems qui est présent ici également, et Catherine Monosset et Peter Bouvet. Merci beaucoup, M. Gay, pour cette belle présentation qui maintenant est ouverte à une brève discussion. S'il y a des questions, M. Casimir. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais deux questions. La première, c'est celle des abris nucléaires, parce qu'on a parlé de ce thème-là, et c'est un thème évidemment qui dans certains pays est très souvent évoqué, comme par exemple la Suisse, des pays comme ceux-là, où c'est spectaculaire. Et la deuxième question que je voulais poser, qui est tout à fait différente, j'avais lu qu'il existait une série de sous-marins nucléaires déclassés qui pourrissaient plus ou moins en mer Baltique. Et je voulais un petit peu savoir ce que représentait le cas échéant ce danger-là. Est-ce que vous pouvez juste répéter la première question que je n'ai pas bien entendu? C'est les abris nucléaires. Ok. Pour la première question, les abris nucléaires, je ne suis pas spécialisé dans le domaine, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre, on peut peut-être en discuter plus tard pendant le break. Par contre, pour la deuxième question, oui, c'est des choses qui effectivement arrivent. Il n'y a pas que les sous-marins nucléaires, il y a aussi des satellites avec des sources radioactives qui sont toujours en orbite, qui ne rentrent pas parce qu'il y a encore suffisamment d'activité et que c'est des modèles qui n'étaient pas encore vraiment bien développés pour contenir la radioactivité. Donc voilà, c'est des risques qui peuvent apparaître dans le futur, qui existent malheureusement. Autre question? Moi j'ai une petite question. Moi j'habite à Liège, pas très loin de Tihange, et après
notamment en 2011, quand les avions ont percuté les tours aux États-Unis, il y avait une espèce de scénario catastrophe. On se disait si un avion ou quelque chose, un missile ou une bombe percute une centrale comme Tihange, qu'est-ce qui peut se passer? Alors j'imagine que ce sera très compliqué à gérer parce que je ne vois pas très bien. Enfin, peut-être que vous avez déjà réfléchi au problème, j'imagine. Alors, c'est une question qui a apparu en fait, même de manière plus globale. Après Fukushima, il y a beaucoup d'événements qui ont été réévalués, même avec une faible probabilité. Les impacts d'avions sur des établissements nucléaires a été réévalué également après Fukushima comme partie de choses qu'on allait revoir. Donc, il y a des scénarios qui ont été développés pour voir justement l'impact. Maintenant, voilà, c'est toujours la balance entre la probabilité d'un événement et les mesures qu'on va aller appliquer pour se protéger de cet événement-là. En cas idéal, on se protégerait de tout, financièrement, probablement qu'on ne pourrait pas. Donc voilà, c'est des scénarios qui sont considérés, peut-être pas avec des avions commerciaux, mais par exemple des avions de plus petite taille et des impacts sur les centrales. Ok, bon, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas de questions sur net. Ok, merci beaucoup, M. Gay.